Bonjour. Donc, alors, je vais redire ce que j'ai dit hier. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont arrivés aujourd'hui, qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue au Collectif 12. Moi, je suis Laurent Vernier, je suis l'un des co-directeurs du Collectif 12. Je fais aussi partie du Collectif 12, fait partie du réseau actif qui a organisé, qui a pris l'initiative, disons, de ces 2 jours, mais en travaillant en collaboration, enfin, je dis plus qu'en collaboration, en partenariat avec le réseau Autre Part, le syndicat Synavi, la Frappe, Art Factories, l'UFISC et le lien. Et Théma, voilà, je les ai tous oubliés aujourd'hui. Enfin bref, ils ont travaillé quand même, et nous aussi. Donc hier, on a eu une journée d'atelier, de réflexion sur différents sujets. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas là toujours, on va essayer, dis-moi si je me trompe plus, mais on les a enregistrés, donc on va essayer de les transcrire. Ça va peut-être pas être fait la semaine prochaine, mais enfin, en tout cas, on va essayer de les transcrire et de les rendre publics. Donc voilà, aujourd'hui la journée est un peu consacrée d'une part ce matin donc à je dirais un retour d'expérience, à 2 retours d'expérience un peu particuliers, au sens où ce sont 2 retours d'expérience de tentatives de collaboration des acteurs du secteur culturel indépendant avec des pouvoirs publics. Alors en l'occurrence un exemple historique. Dans la région Midi-Pyrénées, dont Joël va nous parler, et puis un exemple plus récent qui est celui de la mise au point, en tout cas avec la participation notamment d'Actif, à la mise au point du dispositif de soutien aux fabriques de culture de la région Île-de-France. Donc l'idée là, l'idée qu'on a eue en réfléchissant à ces deux discussions, enfin à ces deux retours d'expérience, c'est évidemment en lien avec la question qu'on se pose tous, qui a motivé quand même globalement ce forum, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui les lieux indépendants, les lieux intermédiaires arrivent à se faire entendre, reconnaître dans le cadre de politiques publiques, en tout cas de politiques publiques, je dirais, de droit commun, qui seraient capables de prendre l'ensemble du secteur et ses modes de travail en compte, et pour sortir d'une espèce de travail toujours singulier, toujours particulier de chaque structure, avec chaque pouvoir public. Donc l'idée là, c'est de voir donc comment est-ce qu'on arrive à se réunir et à unir nos problématiques, à trouver nos points communs, aussi différents qu'on soit, pour tenir un discours, pour tenir un langage entendable par les pouvoirs publics en général, les élus, les services, etc. Et d'autre part, évidemment, et c'est un peu la question de ce matin, c'est comment on y parvient. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à rentrer en discussion, à partager nos savoirs et nos expériences pour faire évoluer les politiques vers des dispositifs qui nous permettent à nous de travailler. Voilà. Et cet après-midi, on reparle de tout ça. Cet après-midi, on repart un peu on repart des problématiques qu'on avait mises en avant hier pendant les ateliers. On essaye de rebrasser ça avec ce qu'on aura abordé ce matin et on essaye de se projeter un peu dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après ? On va donner donc la parole à... Ah, il marche pas. Si. Celui-là, il marche. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Joël Toussaint, je suis coordinateur de Mixar Miris, qui est un collectif d'artistes autogérés sur la ville de Toulouse, qui est né dans les années 90. Et donc, je ne vais pas vous parler exclusivement de Mixar Miris, mais plutôt justement de ce qui s'est passé sur cette région-là, autour de la partie la plus visible en tout cas de 3 lieux qui sont la Grainerie, un lieu art du cirque, qui est sur la ville de Balma, donc une ville très proche de Toulouse, et sur l'usine, qui est un lieu plus lié aux arts de la rue, qui est sur la ville de Tournefeuille, donc pareil, une commune voisine de Toulouse, et Mixar. Donc tout ça a commencé dans les années 80-90, dans la lignée du mouvement squat de ces années-là. Donc toutes ces aventures sont parties effectivement du squat, ou, comme on disait à Mixar Miris, occupation illégale et légitime. En tout cas, c'est un vocable qu'on aimait bien employer à ce moment-là. Et avec trois singularités, on va dire.
Donc Mixar est né du frottement de sans-papiers, de gens en rupture sociale, autrement dit des clochards, et d'artistes en quête d'espace de travail, en quête de nouveaux champs d'investigation, ou tout simplement par nécessité ne trouvant pas d'espace dans des lieux plus institués. La Grainerie, c'est pareil, une compagnie de cirque qui à un moment donné a décidé d'ouvrir un lieu et dans sa grande générosité a voulu mettre en place, ouvrir ce lieu à d'autres compagnies. Et donc là, on était très sur un marqueur cirque très clair et très clairement posé. Et pour ce qui est de l'usine, c'est des entités artistiques qui ont constitué et qui auront une visibilité par la suite forte, qui ont constitué le lieu et l'occupation illégale de cette époque-là. Donc en l'occurrence, c'était Courcoult et le Royal de Luxe, c'était le Ferraille et le FUD, enfin des équipes artistiques qui par la suite ensuite ont eu une visibilité, une renommée, une reconnaissance à la fois institutionnelle et une renommée pour certains d'entre eux nationale ou internationale. Donc ça fait 3 parcours singuliers. Comment dire, sur une occupation qu'a initiée Mixar Méris en 1999, on a invité tout un tas d'acteurs justement à se rassembler lors de l'ouverture de ce squat. Donc en général, ce qui était annoncé très publiquement, avec 3 jours d'ouverture qui réunissaient plus de 7000 personnes sur une programmation artistique, posée comme un rapport de force et de besoin de reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Et à l'occasion de cette occupation-là, donc on a invité effectivement tout un tas d'opérateurs, d'artistes, en se disant il serait temps maintenant que sur la ville de Toulouse, on se rassemble et qu'on constitue un mouvement fédéré pour tenter d'infléchir les politiques publiques sur la ville, dans la mesure où à cette époque-là, Toulouse se résumait à son opéra et son orchestre national du Capitole. Et que tout le secteur indépendant, finalement, n'existait que par son sens de la démerde et de la débrouille. Ce qui donnait du coup un vivier artistique assez tonique, assez foisonnant, et ce qui participait aussi d'une certaine réputation de la ville de Toulouse à cet endroit-là. Et ça a pris, cette histoire. Effectivement, les gens se sont dit que c'était le moment, que c'était une nécessité. Donc on a constitué ce collectif qui s'appelle et qui s'est appelé le Couac, un collectif urgence d'acteurs culturels. Avec ces lieux, la Grainerie, l'usine et Mixar, qui ont particulièrement affirmé leur place à cet endroit-là. Et surtout, c'était aussi l'époque du rapport de l'extrait, puisque donc, le collectif en question est né en 1999. Et dans la foulée, le rapport l'extrait, le travail de fameux extrait donc commandé par Michel Dufour, est apparu et a alimenté évidemment à la fois ces lieux et ce mouvement fédéré d'acteurs. Dans la mesure où on partait bien dans les volontés de ces acteurs-là, dans la redéfinition des politiques publiques, il y avait une coïncidence forte avec ce qu'a tenté de mettre en avant l'extrait sur comment on peut réinventer des modalités d'accompagnement des politiques publiques en direction des artistes et des opérateurs. Donc évidemment que là, il y avait une communion d'esprit, une communauté d'esprit qui s'est clairement affichée. Et c'est comme ça que tous ces gens-là, donc parmi les acteurs qui sont impliqués dans ce mouvement fédéré, ça allait de petites structures fragiles, d'équipes artistiques, de spectacles vivants, à des fédérations liées aux arts du cirque, aux tactiques collectifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute la mouvance ZEDA de cette année-là et tout le travail de mémoire lié à l'immigration. Et donc tout le travail sur les quartiers populaires, enfin il y avait vraiment un panel très large d'acteurs rassemblés à cet endroit-là. Pour revenir plus particulièrement à la problématique des lieux, c'est ensemble que ces lieux-là se sont affirmés vis-à-vis des pouvoirs publics. Et c'est à cette époque-là aussi qu'est apparu ce nouvel échelon territorial qui est la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, donc qui rassemblait à la fois Toulouse et les communes d'implantation de l'usine et la grainerie. Et donc c'est ensemble et via le Couac qu'on a réussi à cette époque-là à faire reconnaître l'utilité publique de nos lieux, de nos projets, de nos lieux-projets, que ce soit pour Mixar sur la la transdisciplinarité et tout l'aspect aussi à la fois évidemment artistique et social et politique, puisque par la suite Mixar s'engagera également sur le champ des élections municipales en 2001, auprès des motivés et s'affichera très clairement comme soutenant cette liste, estimant qu'on se reconnaissait dans le fait de vouloir
construire un programme électoral en faisant campagne avec tous les citoyens qui souhaitaient partager et alimenter cette aventure-là. Donc sur ce principe d'autogestion, de participation, de co-construction, toutes ces dynamiques-là. Si je parle de ça, c'est parce que tout ça va participer de la construction d'un rapport de force. La construction d'un rapport de force constructif. C'est pas juste l'idée de se friter la gueule, de se foutre dessus. C'est l'idée de comment, à un moment donné, on s'auto-stimule d'une certaine manière. On s'en sent bien qu'à un moment donné, on a besoin d'exciter les imaginaires de nos élus et de nos techniciens. Ce rapport de force constructif, dont nous on l'a posé via des occupations illégales et légitimes, l'usine l'a posé via la reconnaissance de plus en plus marquée de ces compagnies, de ces entités artistiques, et la grainerie sur une logique de filière sur les arts du cirque, dans la mesure où il y a une école municipale qui s'appelle le Lido à Toulouse, de formation de circassiens, qui maintenant a une renommée, je crois qu'on peut dire nationale. Et même si à l'époque elle était dans des locaux un peu péraves et travaillait dans des conditions assez précaires, tout ce vivier-là issu du cirque avait besoin aussi d'avoir cette forme de reconnaissance sur ces logiques de filière. Donc on a vraiment trois parcours distincts dans leur composantes et dans leur dynamique. Une très sur la visibilité et la reconnaissance artistique, une sur la logique de filière, et une aventure qui est plus sur comment l'artistique fait aussi société, fait aussi territoire, fait aussi relation aux habitants. Même si cette relation-là, on va la retrouver également à l'usine par la suite, quand ils vont mettre en place ce qu'on appelle maintenant des projets artistiques de territoire, où vont être commandés, des commandes vont être passées auprès d'équipes artistiques dans cette volonté de mettre en relation un propos artistique des habitants et un territoire, qui s'appelle fin d'interdiction de stationner, si je ne me trompe pas. Que dire de plus? Donc, de ce travail-là, à l'époque, il y avait la mission NTA avec Claude Renard, son éminente représentante, très active. Donc, il y a tout un travail pédagogique qui a été fait, entrepris, avec les acteurs, avec le soutien technique et d'expertise de gens comme Claude Renard. Et petit à petit, on a réussi à convaincre comme ça certains élus qui ont trouvé là une matière originale. C'était assez chic à l'époque de parler du territoire de l'art. Ça donnait un peu d'épaisseur, c'était un discours un peu nouveau, un peu innovant. Donc de ce fait-là, on a réussi effectivement à imposer ces histoires-là. Alors, ça a mené les pouvoirs publics, la communauté d'agglomération, de reconnaître l'intérêt communautaire de ces trois lieux. Et à l'époque où il n'avait pas encore la compétence culture. Donc c'était plus par le biais de la cohésion sociale que ces trois lieux ont été reconnus au niveau de la communauté d'agglomération. Et ça a mené également la région Midi-Pyrénées à mettre en place une ligne NTA, une ligne budgétaire très clairement affichée au niveau territoire de l'art. Alors à la fois on s'en félicitait et à la fois on était sur quelques réticences justement avec ce risque de la modélisation de par le fait de poser cette ligne budgétaire très clairement affichée de cette manière-là, avec cette crainte d'une forme de modélisation et d'une forme aussi d'enfermement du coup. Et après il faut mesurer que la ligne budgétaire en question était assez dérisoire. Je crois qu'à l'époque c'était 150 000 francs. Donc vous pouvez imaginer la politique symbolique, on va dire, en direction des lieux à cet endroit-là. Et tac, et je veux dire quoi par rapport à ça? Oui, le risque d'enfermement, c'était pas ça, mais bon j'y reviendrai. Donc toujours est-il que petit à petit, la reconnaissance des lieux en question, c'était, oui, voilà, pardonnez-moi, la région, au-delà des trois lieux qui est donc situés sur la communauté d'agglomération, a également intégré 2 lieux qui étaient sur un territoire plus large, donc tentant de faire valoir aussi évidemment sa dimension territoriale. Dans le sens du rapport de force, donc Mixart étant reconnu d'intérêt communautaire comme les 2 autres aventures, pour autant on était en occupation illégale et légitime de l'ancienne préfecture en plein centre-ville à cette époque-là. Donc on a toujours entretenu des formes de paradoxes, où à la fois on était financé par de l'argent public et en même temps on était des squatteurs avec une visibilité assez forte, parce que vous pouvez imaginer que quand on a ouvert en 2001 l'ancienne préfecture dans le triangle d'or toulousain, donc le quartier vraiment clairement bourgeois, si ce terme a encore un sens,
ça a été évidemment une visibilité extrêmement forte. Et à chaque fois, dans les occupations qu'a menées Mixar, on posait le fait, au-delà de l'aspect fédérateur, de l'aspect relation au public avec cette fréquentation assez forte à chacune des ouvertures, le principe d'installation des ateliers, donc toutes disciplines confondues, avec cette notion de champ des possibles, en mettant dans une unité de lieu des gens qui vont travailler des formats théâtre, des formats plastique, musique, etc. Qu'est-ce que ça peut donner aussi comme autre forme, comme forme hybride, croisée, organique, de par cette unité de lieu et ce principe d'autogestion. Ça, c'est une chose à laquelle on tient énormément, c'est-à-dire quand les artistes qui passent par Mixar, ils vont parler art autour d'un balai aussi, ou d'un trou des chiottes à nettoyer. Et dans la présentation, évidemment aussi, le public d'une œuvre, bien entendu. On est plus sur des logiques de processus que finalement d'œuvres finalisées, même si évidemment on ne s'interdit pas un travail monodisciplinaire, plus conventionnel, plus classique dans ses modalités de création et de présentation publique. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, peut-être. Oui, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, donc tout ça a été assez formidable, tant qu'effectivement les aventures étaient dans cette bagarre, on va dire, de reconnaissance et de prise en compte par les pouvoirs publics. Ensuite, on a commencé à avoir une disparité de traitement, d'une certaine manière, entre les trois lieux, et d'une certaine manière, donc avec des volontés de développement des trois lieux clairement affichés, clairement assumés, et en même temps un traitement un peu disparate, du coup, avec l'usine qui se donne une visibilité forte de par ses contenus artistiques, encore une fois sur la métropole, et la grainerie avec cette logique de filière et s'appuyant de plus en plus, non plus sur cette dynamique au départ de nouveaux territoires de l'art, mais de plus en plus justement en affirmant cet aspect filière. Et Mixar restant très attaché à ce vocable des nouveaux territoires de l'art, considérant que même si ça fait 12 ans, 13 ans que l'histoire est apparue, on fait nouveau en se questionnant et dans un questionnement permanent. Donc on reste très attaché à cette idée-là, de ce sens du nouveau territoire de l'art. Et donc on n'est pas des historiques, poivre vaisselle, espèce d'enfoirés. Par rapport au rapport de force donc, qu'on a généré, oui, non, pardonnez-moi, donc à un moment donné, on a senti qu'il y a eu une bascule qui s'est faite, hein, et que de par l'accompagnement des pouvoirs publics, certes, mais qui n'était pas à la hauteur des projets dans leur accompagnement aux équipes artistiques, dans leur capacité de développement articulant, création, diffusion, notamment pour l'usine, une mise en concurrence, d'une certaine manière, s'est mise en place de manière assez claire, et là aussi assumée, hein, parce qu'on était tous conscients qu'on avait nos boutiques, entre guillemets, même si évidemment j'aime pas cette terminologie-là, mais du coup ça prend ces airs-là, une mise en concurrence entre les opérateurs. Donc ça, je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'à un moment donné, certes, on peut interpeller le politique, interpeller l'institution quant à ses parfois insuffisances sur l'accompagnement de telles aventures. À un moment donné, il y a une responsabilité aussi des acteurs à comment on mène ces aventures-là dans cette relation politique à l'institution. Voilà, je crois qu'il faut le prendre en compte aussi. Donc à l'heure actuelle, on a, ces trois lieux ont eu des équipements dédiés à leur projet, enfin deux en tout cas pour l'instant. Donc l'usine a obtenu un nouveau lieu, c'était, je ne sais plus en quelle année, c'était je crois en 2004 ou 2005 dans ces eaux-là. Donc un lieu, 4 millions d'euros de budget dédié à la construction de ce bâtiment-là, un projet qui a été co-construit par les équipes artistiques permanentes de l'usine et l'équipe de direction de l'usine. La grainerie a obtenu son lieu, c'était il y a 3 ans de ça, 3-4 ans. Là, le budget était de 7 millions, je crois, avec une maîtrise d'usage qui a été complètement inopérante, de par justement le portage des élus qui n'étaient pas présents finalement. La nuance forte entre l'usine, la grainerie et Mixar, c'est qu'à un moment donné, sur Tournefeuille, on a une élue chargée de la culture, première adjointe de la mairie, qui est très engagée auprès du lieu. Et
ça change évidemment énormément de choses. Engagé à un tel point que ça ne la dérange pas qu'il y ait 3 NTA reconnus d'intérêt communautaire sur la métropole, mais qui quand même sait privilégier dans ses relations aux autres financeurs le fait que l'usine est sur son territoire, de manière très claire. Alors que la grainerie au niveau de Balmain, l'élu était totalement absent. Et donc ils étaient livrés un peu à eux-mêmes dans ce jeu institutionnel de prise en compte et d'avancée du projet. Mixar, on a toujours été un peu les vilains petits canards de la bande, quoi, il faut bien le reconnaître. Et c'est un statut que l'on peut apprécier d'une certaine manière, dans lequel on se reconnaît assez bien, parce que justement insaisissable, parce que pas très définissable, et refusant justement d'être trop défini. Donc nous, on a été en occupation illégale jusqu'en 2005, et donc c'est suite à la visite de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à cette époque-là à Toulouse, qui a déclaré on était le 2e point de son plan d'action pour Toulouse. On était vachement fiers quand même. C'était juste après les islamistes intégristes. Ça, on va bien le rappeler. Ça me touche encore. Et donc ça a été en tout cas le meilleur communicant pour Mixar Méris, puisque de cette histoire-là, de ces déclarations, donc le 2e point de Sarkozy, c'était art ou pas un squat reste un squat, et donc il ne saurait durer plus longtemps. Donc là, le préfet était quand même emmerdé, tout le travail de connivence qu'on avait pu avoir avec le préfet à l'époque, qui certes nous envoyait régulièrement des lettres pour nous dire arrêtez de faire des événements publics, c'est dangereux, vous n'êtes pas aux normes, tatatata. On maintenait évidemment les événements publics en question. On considérait que c'était juste pour se dédouaner en termes de responsabilité, on était parti sur cette logique-là en tout cas. Là, ils ne pouvaient plus trop tolérer effectivement la présence de Mixar. Donc c'est ce qui a permis en tout cas, et qui a poussé la ville de Toulouse, donc ville de droite, entourée depuis 38 ans à cette époque-là, et tout autour par contre PS, c'est ce qui a poussé l'ensemble des institutions à se mettre autour de la table, à trouver une solution pour Mixar effectivement de relogement. Et donc c'est comme ça qu'on a atterri sur le lieu qu'on occupe actuellement. Dans une pseudo-légalité, puisqu'on n'est toujours pas aux normes et que malgré tout on continue à faire des événements publics, et limite au niveau des normes du Code du travail. Donc, pour autant, on le finançait assez généreusement, même si c'est toujours pas suffisant, financé par l'ensemble des partenaires, et en premier lieu par donc, la communauté urbaine du Grand Toulouse. Donc là maintenant on est ce qu'on peut dire, c'est que la grainerie définitivement s'affirme sur la logique de filière au cirque à l'heure actuelle et tente d'avoir un conventionnement de l'État à cet endroit-là, en lien avec le Centre national des arts du cirque qui a été créé assez récemment sur la ville d'Auch, sur la région des Pyrénées, et l'usine espère pouvoir obtenir un label de Centre national des arts de la rue BIS, puisqu'il y a déjà un Centre national des arts de la rue sur les Pyrénées, donc et dans cette logique de labellisation. C'est clairement affirmé, je pense, pressentant bien qu'effectivement les financements liés à l'État, de toute manière, se resserrent sur les labels. Donc il y a aussi une logique à la fois de légitimation, enfin ça peut paraître tout à fait légitime, que l'usine revendique ce label-là, de par la nature du travail qu'il mène, et de sauvegarde et de survie du projet en question par la pérennisation des financements au moins de l'État sur cette notion de label. Et pour ce qui est de Mixar, donc on est sur une logique de relocalisation. Ça y est, là, le processus est clairement enfin en marche. Et donc on va, d'ici 2 ans, nous serons installés sur un lieu aux normes. Et donc comme on arrive les derniers, c'est nous qui avons le plus gros budget. On s'est un peu impressionné, hein. On est à 9 millions d'euros hors taxe avec le prix. Mais parce que ça représente, enfin il faut savoir que c'est prix du mètre carré, vu qu'on est sur des grandes surfaces, qu'on travaille sur des grands lieux, donc là en l'occurrence 3600 mètres carrés au sol, avec une capacité de 5100 mètres carrés à l'arrivée, pour favoriser, encore une fois, ce projet lié à la création et ce que génère le geste artistique en termes d'inscription sur un territoire et de relations possibles à inventer avec des habitants du plus près au plus loin. Donc on est plutôt content de ça. On pense que après la critique qui peut être faite, c'est que ça concerne 3 lieux, que effectivement d'autres lieux émergent et continuent à émerger, et heureusement ça prouve bien la nécessité
D'accord. Ça prouve bien la nécessité de ces aventures-là et leur incontournabilité. Après, je crois que c'est justement dans des mouvements fédérés que ces choses-là peuvent s'affirmer et se gagner. Pour nous, maintenant, l'enjeu, en tout cas au niveau de Mixa, dans ce processus plein et entier de légalisation, ça va être justement de comment on ne s'institutionnalise pas de manière instituée, on va dire, figeante, mais comment on reste instituant, comme le disait notre ami l'extrait. Donc comment on continue dans cette légalisation-là qui va avoir des impacts, hein, que ce soit sur le point de vue administratif, juridique, la licence d'entrepreneur, que nous n'avons pas évidemment pour le moment, ce que nous reproche très fortement la DRAC en ce moment, que ce soit sur ces aspects-là, comment à un moment donné sur des notions telles que la participation libre et nécessaire, que l'on s'applique en tant qu'artiste faisant partie du lieu, dans la gestion, la vie du lieu au quotidien et dans ces événements partagés. La participation libre et nécessaire qu'on propose au public pour accéder aux événements, à la programmation artistique que l'on propose, comment ça on le fait exister après dans une pleine égalité. Parce que ça c'est pas du tout, à partir du moment où vous avez une licence, c'est soit gratuit, soit il y a une métrique. La participation libre et nécessaire n'est pas encore une notion appréhendée par l'État et par les services d'impôts. Donc c'est tout cet enjeu-là pour nous qui se présente là, et on a 2 ans pour trouver des solutions à cet endroit-là. Voilà, en faisant très vite. Si Joël, peut-être juste, sans trop t'étaler sur la question, mais ça me semble quand même essentiel, parler du couac et de ce qui se passe, parce que le couac est élément fondamental de ce travail, et voilà. Mais le couac est évidemment, encore une fois, ce mouvement fédéré a été déterminant dans l'affirmation et la prise en compte de ces aventures et de bien d'autres éléments en termes de politique publique sur la ville de Toulouse. Pardon. On a été vraiment, l'idée du couac était d'être proposant en termes de politique publique locale, et il est évident, au moins au niveau du discours, les élus se sont emparés d'énormément de choses qu'a pu mettre en avant le couac. Je pense d'ailleurs à notre ami Éric Vanel du Sinavi qui donc porte le théâtre du Grand Rond à Toulouse. Si le couac n'avait pas existé, ce lieu-là n'aurait pas été sauvé, par exemple. Il aurait disparu de la place. C'est bien parce que le couac existait qu'on a trouvé qu'un théâtre ne peut pas être démonté comme ça, un peu comme les églises. Vous voyez, tant qu'elles ne sont pas désacralisées, elles restent en place. Et donc c'est en travaillant sur cette voie-là qu'on a trouvé qu'on a pu sauver ce théâtre, le théâtre du Grand Rond. Le couac actuellement perce son équipe salariée par manque de financement, même si la ville de Toulouse est le seul financeur sur le fonctionnement, mais à une hauteur trop insuffisante. Et donc là, effectivement, le mouvement fédéré en question doit en prendre un coup dans la gueule, parce qu'on sait très bien l'importance que peuvent avoir des salariés sur ce genre de dynamique collective. Les composantes de ces collectifs étant eux-mêmes déjà très impliqués, très engagés sur leurs aventures respectives. Donc voilà pour ce qui est du couac, mais bon, on ne désespère pas. C'était juste voilà, pour parler de cet état des lieux aussi, quoi, qui est quand même assez important et qui reflète pas mal de choses. Je vais passer la parole à Régis, qui va essayer de nous faire lui aussi un petit état des lieux du travail qui a été mené en Ile-de-France sur cette ligne budgétaire, et en essayant bien entendu de ne pas trop avoir une parole trop longue pour pouvoir derrière donner la parole dans la salle et essayer d'avoir le regard de régions différentes. Peut-être pour commencer par l'origine de ce dispositif qui a vu le jour en septembre 2012 officiellement, qui a été voté en septembre 2012. Le point d'origine de ce dispositif, il se trouve dans la campagne électorale des dernières régionales. Parce que le groupe LV avait mis, parmi ses projets de campagne, avait mis en avant la création de 100 lieux de fabrique en Ile-de-France. C'était quand même une ambition assez clairement affichée. Enfin, c'était, je crois, peut-être
même pas très bien chiffré, parce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire, la création de 200 lieux. Mais ça avait le mérite ô combien d'exister et de mettre cette question des fabriques sur le terrain des actualités de la région à venir de la nouvelle mandature. Donc entre les deux tours, dans les tractations, puisque je crois que les ELV avaient fait un assez bon score, ils étaient en position de défendre un certain nombre de leurs propositions, et parmi celles-ci, évidemment, ils ont maintenu ce projet d'aide, d'accompagnement des fabriques. Le chiffre a disparu entre les deux tours, mais dans le projet de mandature, à la suite des élections, il est bien apparu officiellement qu'il allait y avoir une aide aux fabriques. Restait donc à savoir ce qu'on entendait par ce terme-là, et c'était tout l'enjeu du débat qui a eu lieu ensuite, et qui, je dirais, a duré 2 ans, entre le moment des élections, même un peu plus, et puis le moment où le dispositif a effectivement été voté. Voilà, je vais revenir sur ces 2 années, parce que je pense que c'est assez intéressant, cette période de concertation. C'était, je crois, dans tous les cas pour nous, la période la plus riche. Une fois que le dispositif a été voté, les choses se figeant comme ça beaucoup plus nettement. La période de concertation, on l'a, nous, lu comme s'organisant en trois moments. Un moment assez long, 18 mois, qui fut ce qu'on appelle la concertation non officielle. Je vais y revenir tout de suite. Un deuxième temps qui a été très court, qui a été la concertation officielle, qui a duré 6 semaines, qui s'est composée d'une réunion publique, qui fut le moment de la seule apparition du vice-président dans tout ce temps de concertation, puis 3 ateliers de travail. Il devait y avoir une réunion de bilan, mais qui a été annulée. Et le 3e temps, ça a été le temps de la rédaction de ce projet du projet de délibération. Voilà, Actif, le réseau Actif s'est tout de suite saisi de cette opportunité et a vu tout de suite qu'il y avait une possibilité de faire avancer un certain nombre d'idées. Le réseau Actif, qui existe quand même déjà depuis une quinzaine d'années, donc était déjà porteur d'un certain nombre d'attentes, au moins, peut-être même d'exigences, sur cette question des fabriques. Pour le dire assez vite, les 2 premiers enjeux qui sont apparus, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entendait par ce terme ? Et je dois dire que nous, on avait une énorme crainte qui s'est avérée fondée un temps, qui était de voir fleurir des gros lieux nouvellement institutionnels, mais plus ou moins relookés en fabrique. Du type, voilà, ce serait le syndrome 104, pour ceux qui connaissent le 104. Voilà. Ces lieux, on les avait même baptisés ou les 52 ou les 26, c'est-à-dire des demi ou des quarts des 104. C'était ça notre gros souci. Voilà, je dirais les 2 enjeux, c'est quelle définition des fabriques, et deuxièmement, est-ce qu'on allait prendre en considération ce qui existait déjà sur le territoire, ou est-ce qu'on allait créer de toutes pièces ces lieux. Pour dire quand même, faire le récit correct de cet épisode, il faut dire les acteurs. Donc on avait à la vice-présidence, et on a toujours à la vice-présidence de la culture Julien Drey, et on avait aussi, on n'a plus, Corinne Ruffet du groupe ELV, qui elle était présidente de la commission culture, et qui était, je pense, la personne qui a initié ce projet ELV qui était apparu pendant la campagne électorale. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait là 2 projets complètement différents. Julien Drey l'a assez vite annoncé. Lui, son projet consistait en la réalisation de 7 nouveaux lieux, un par département, tout autour de Paris. Pour ce qui était de Corinne Ruffet, elle avait bien davantage l'idée de prendre en considération ce qui existait déjà, en tous les cas dans un premier temps.
Donc je dirais l'intelligence de Corinne Ruffet, ça a été de ne pas attendre que la région initie une concertation officielle. Elle a pris l'initiative de créer, avec le groupe ELV, des ateliers de travail sur cette question. Et elle a été, je crois, bien aidée en cela par le réseau actif, qui a vu là tout de suite une possibilité d'avancer un certain nombre d'idées sur ce concept de fabrique qui était très incertain, très indéfini. Donc le réseau actif a pris part à ces ateliers avec, je dirais, une règle assez précise et une certaine discipline. On s'était dit, on ne parle pas de nos aventures particulières, et systématiquement, on s'était réparti des endroits comme ça d'intervention où on posait la question, un certain nombre de questions sur les fabriques, mais depuis une vision, une lecture large et collective de ce que devaient être les fabriques. Pour le dire très vite, ces 6 ateliers, ils ont débouché, c'est vraiment très synthétique, hein, vous pouvez retrouver tout ça dans cette petite brochure là, qui reprend tout ce récit un peu plus précisément. Ils ont débouché en clair sur 5 définitions. Enfin, premièrement, il est apparu assez vite que les gens qui prenaient part à cette concertation défendaient l'idée que ces lieux étaient initiés par des acteurs de la société civile, et que précisément c'était l'endroit de la distinction de ce que pouvait être une fabrique et de ce qui n'était pas une fabrique. La deuxième chose qui est rapidement apparue, c'est que l'enjeu artistique était et devait être au cœur de ces projets. Ça ne voulait pas dire qu'il était exclusif, mais en tous les cas, il y avait une entente pour affirmer que la question artistique devait être centrale dans la définition des projets. Il était aussi très vite apparu qu'il n'y avait pas un type unique de fabrique, mais qu'il y avait une diversité d'expériences et qu'il fallait absolument prendre en considération cette diversité et surtout pas figer la définition de ce que devaient être les fabriques. Il est aussi apparu très vite qu'elles n'étaient pas nécessairement des lieux de diffusion. Pas nécessairement, ça laisse entendre que malgré tout, elles pouvaient tout aussi bien l'être. Et puis deuxièmement, l'idée qu'une aide aux fabriques devait reposer sur 2 pattes, si je puis dire, c'est d'une part un accompagnement sur les questions d'investissement autour des lieux, mais d'autre part sur une prise en compte au fonctionnement, étant entendu que c'est d'abord par là que les lieux étaient en souffrance, cette absence de prise en compte de la réalité de leur fonctionnement. Voilà, donc ce premier temps de concertation, 18 mois, il a été marqué, je dirais, par ces ateliers initiés par ELV et Corinne Ruffet. Deuxièmement, il a été marqué par la contribution du réseau actif, une contribution écrite où on a pris le temps d'élaborer assez exhaustivement, enfin ça fait une 40aine de pages dans ce document, mais enfin on a essayé d'être assez exhaustif sur ce que devait être, ce que pouvait être en tous les cas une politique publique d'accompagnement en direction des fabriques. On a voilà, je vais dire très vite les choses, mais on a organisé les choses, d'abord posé très vite la question de la définition autour de l'idée que si on définissait trop précisément ces lieux, ben, on allait les figer et on allait arriver vers la négation de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des lieux qui se pensent aussi, et peut-être d'abord en dehors des principes normatifs. Mais d'un autre côté, on se disait aussi, attention, si la définition est trop vague, on va se retrouver avec un concept fourre-tout dans lequel une chose et son contraire pourra être retrouvé. Je redis qu'on avait un peu cette parano ou clairvoyance, je ne sais pas, vigilance, voilà, de ne pas se retrouver avec des lieux, voilà, qui
était de nouveau décidé depuis la puissance publique, depuis les décideurs, et que cette séparation qui nous semblait pertinente ne soit pas prise en compte. Donc on a proposé dans cette contribution non pas une définition, mais d'identifier ce qu'étaient pour nous les caractéristiques principales des fabriques. Donc je les liste comme ça très rapidement. La question de l'autonomie et de l'indépendance, interdépendance. La question de l'approche artistique et culturelle des fabriques. Celle de leur relation à l'espace public, au territoire avec un S. Et puis la question qu'on a posée à travers cette formulation, une éthique du partage et de la responsabilité. Voilà, on a décliné ces points. Et ensuite, dans cette contribution, voilà, on reposait très clairement la question de l'aide au fonctionnement comme le point nodal d'une intervention possible des pouvoirs publics, mais aussi celle de l'investissement et notamment de la nécessité d'aider de façon importante sur la question de l'investissement, pas seulement en termes de montant, mais surtout en termes de pourcentage, puisque vous connaissez le principe, les collectivités interviennent sur des questions de pourcentage sur les investissements. Voilà, à l'époque, les lieux étaient déjà en mesure d'aller capter ces financements, ces aides à l'investissement, mais jusqu'à un niveau de 30% du montant des travaux. Donc dans la réalité, l'immense majorité des lieux étaient dans l'impossibilité d'aller chercher ces financements parce qu'elle était dans l'impossibilité de financer les 70% manquants. Voilà. Ensuite, on a posé la question de la critérisation dans cette contribution, avec toujours cette même problématique, attention, critères, danger, en même temps pas de critères, danger aussi. Donc on a essayé de définir des critères obligatoires très peu nombreux, mais qui étaient, un, la non-lucrativité de l'activité, deux, le caractère artistique et culturel de l'activité comme au cœur du projet central de la fabrique. C'était les deux seules choses qu'on revendiquait comme devaient être obligatoires. Ensuite, on a mis en avant, bien sûr, un critère qu'on a appelé prioritaire, qui est précisément que ces lieux soient issus de la société civile. Et puis ensuite, on a décliné un certain nombre de critères qualitatifs, enfin de critères, ou plutôt deux points de repère, qualitatifs et quantitatifs. Et puis, dernier point qu'on abordait dans cette contribution, la question de l'évaluation, notamment de savoir qui évalue et dans quelle logique, dans quel esprit. Voilà. Mettant beaucoup en avant l'idée qu'on ne pouvait pas imaginer un dispositif de cet ordre sans que ceux qui prétendaient y répondre ou fassent partie, soient consultés à un moment ou à un autre dans et les modes d'attribution et l'évaluation du dispositif lui-même. Voilà, je reviendrai sur ces points plus tard quand on regardera précisément ce qui se passe dans le dispositif actuel. Voilà, donc ce premier temps de concertation, c'est le plus long, après je serai assez rapide sur les autres temps. Il a été aussi marqué par deux délibérations, c'est-à-dire deux votes. Un premier vote en décembre 2010, qui a été un vote à l'investissement pour le fléchage en direction des lieux de fabrique, lieux initiés par la société civile. C'était dans la délibération, dans le texte de la délibération. Ça n'avait pas de grande incidence sur le fond, puisque ces lieux étaient déjà ayant droit à ces dispositifs, mais d'un seul coup étaient fléchés des aides à l'investissement véritablement à leur destination. C'était, je crois, presque de l'ordre du symbolique, mais en même temps, ça mettait déjà au cœur du Conseil régional la nécessité de prendre ces lieux en considération. Je pense que cette idée-là a été portée notamment par Corinne Ruffet, dans l'idée d'avancer, puisque à ce moment-là, je le redis, aucune concertation officielle n'avait commencé. Donc au bout de 8 mois. Le réseau actif avait de son côté beaucoup poussé en écrivant au président, au vice-président, Julien Drey, en demandant à être reçu, ce qui n'a pas été, en tous les cas pendant très longtemps. Voilà. Donc il s'agissait d'avancer, et l'idée qu'il allait se créer ces 7 lieux de fabrique monumentaux continuait d'avancer.
Le deuxième vote qui a eu lieu, il a eu lieu un an plus tard, décembre 2011. C'est la création d'une ligne budgétaire d'1 million d'euros, pareil, fléchée explicitement en direction des lieux de fabrique et exclusivement en direction des lieux initiés par la société civile, eu égard à l'ampleur de leur activité sur le territoire et en même temps le peu d'accompagnement public dont elles bénéficient. Troisième élément important dans cette période de concertation de 18 mois, 3 débats publics organisés par le réseau actif à 3 moments différents. Très important parce que d'un seul coup, les acteurs devenaient les maîtres d'œuvre de la question. Ils ne se rendaient pas seulement au Conseil régional dans un cadre qui était celui du Conseil régional, mais ils s'emparaient publiquement de ces questions. Là, je dois dire que les 3 élus qui ont accompagné le dispositif, donc Corinne Ruffet, dont j'ai parlé, mais aussi Jérôme Pelletieri pour le PS et Philippe Cameau pour le Front de gauche, pardon, ont vraiment joué le jeu d'être comme ça présents à chacune de ces rencontres publiques. C'était aussi un moment où nous avons pu d'une part organiser des débats à notre façon, c'est-à-dire en abordant les thématiques selon nos souhaits, et d'autre part mettre les élus en situation de répondre publiquement à un certain nombre de questions et donc de se prononcer publiquement sur un certain nombre de questions. On n'était plus dans un cadre réservé, mais d'un seul coup, ou refermé, mais d'un seul coup bien dans un temps de parole publique. Et je crois que ça a beaucoup compté. Ça a compté notamment parce que ça a permis de faire apparaître un certain nombre de contradictions, et évidemment la contradiction qui était au départ du dispositif, à savoir, est-ce qu'on allait prendre en considération ce qui existait, ou est-ce qu'on allait créer de toutes pièces cette nouvelle fabrique? Ça, c'est une question dont il a fallu débattre devant un public qui était là, dans lequel étaient présents évidemment de nombreux représentants des fabriques. Et notamment, là, la contradiction entre la position défendue par Corinne Ruffet, qui était aussi la position défendue évidemment par de nombreux acteurs, parmi lesquels le réseau actif, donc sa contradiction par rapport à une position qui était défendue par Jérôme Pelletieri du PS, qui rendait compte aussi de ce qu'était la position, bien évidemment, de Julien Dray, toujours absent des débats. Donc, dès le premier débat, on a vu que la défense de ces 7 lieux était déjà en perte de vitesse, puisque Julien Dray nous avait finalement reçu le réseau actif au bout d'un an et nous avait dit, écoutez, je reviens un peu sur ce que j'avais proposé et je vais finalement me contenter de 3 ou 4 lieux en Ile-de-France et prendre en considération quand même l'existant. Voilà, donc ces débats publics, ils ont, je crois, beaucoup contribué à faire avancer un certain nombre d'idées. Deuxième temps de cette concertation, très court, 6 semaines, une rencontre publique, puis 3 débats ateliers pour définir ce qu'était, ce que devaient être, ce que pouvaient être ces lieux de fabrique. En fait, on n'a pas appris grand-chose dans cette concertation officielle, on n'a fait que reprendre les idées déjà défendues dans tout le temps de concertation non officielle qui avait précédé. Je souligne que... il me reste combien de temps là? 2 minutes. 2 minutes, ouh là là. Eh bien, c'est... Oui, je vais y venir. Donc, ok. Deuxième temps de la concertation, très court, occultation de moment de bilan. C'est-à-dire qu'on a été dépossédé de ce moment où il fallait faire le bilan du travail de 2 ans. C'est très important parce que, du coup, il nous restait comme trace que les comptes rendus de ces ateliers officiels. Maintenant, je viens sur la question du dispositif lui-même. Le dispositif, il représente des avancées incontestables et très importantes sur un certain nombre de points. Je les nomme assez rapidement. D'abord,
on a fini par gagner, c'est-à-dire sur au moins une question qui est celle de la reconnaissance de l'existant et de l'abandon de la question des 7 fabriques. Deuxièmement, on a bien été entendu sur la question de l'aide au fonctionnement. Le dispositif existant flèche bien une aide en direction du fonctionnement. Troisièmement, la question de la société civile est très présente dans l'énonciation du dispositif lui-même, mais là on va commencer à rentrer dans les questions. Voilà. En même temps, le dispositif, il n'est pas fléché en direction exclusive des lieux de la société civile, il est ouvert aux personnes publiques. Donc, il y a comme ça un endroit de contradiction. Je rappelle que c'est un dispositif peu important quant à son enveloppe. Aujourd'hui, c'est 2,2 millions là, sur l'année, 2,2 millions pardon, sur l'année qui va venir. Point de repère, la PAC, la permanence artistique, je crois que c'est 14 ou 15 millions actuellement. Mais surtout, il y a eu un certain nombre de points qui ont été très âprement défendus et mis en avant dans la concertation, qui ont purement et simplement été occultés dans la délibération. Cette occultation, je dirais, s'est faite un peu en deux temps. D'abord, il y a eu les comptes rendus de la concertation. Deuxième temps, un document qui s'appelle Exposé des motifs, qui a servi à la préparation de la délibération elle-même, qui était issu du travail de la concertation. Et troisièmement, la délibération elle-même, qui est censée être issue de cet exposé des motifs. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a un très grand écart entre ce que proposait la concertation et ce que prend effectivement en compte la délibération elle-même. Sur quel point donc je l'ai dit, l'histoire de la société civile, cette ambiguïté, en tous les cas, ce non-fléchage exclusif, mais surtout sur la question du cumul des financements. C'est-à-dire qu'il y avait un dispositif existant auquel un certain nombre de lieux de fabrique avaient accès, cette permanence artistique, et d'un seul coup, on n'avait plus accès. Ce qui posait et pose un certain nombre de problèmes, notamment pour les lieux qui sont animés par des équipes artistiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fléchage il comprend la fabrique, mais n'est pas clairement identifié, ce qui, là-dedans, peut revenir à l'équipe artistique qui mène son travail. C'est un point qu'on avait beaucoup défendu dans la concertation, en disant attention, il y a une ambiguïté là qui nous semble possiblement problématique. Ensuite, voilà, je ne vais pas peut-être faire le tour des points, ils sont exposés là-dedans, mais je dirais que sur cette question du cumul des aides, voilà, il ne s'agissait pas, je redis, de demander 2 aides pour le même projet ou de demander des aides plus importantes. Un même montant pouvait tout à fait être attribué à travers 2 aides. Mais surtout, le point noir pour nous de ce dispositif existant, il est qu'aujourd'hui, toute la demande des acteurs qui était de prendre part au processus, au moins d'examen du dispositif, n'a absolument pas été entendue. Aujourd'hui, il y a la dernière concertation, la dernière réunion, elle date d'il y a 2 ans. Depuis, le fil est totalement coupé. Donc ça veut dire qu'on a envoyé des courriers, on a fait une lettre ouverte pour attirer l'attention sur un certain nombre d'attributions qu'on trouvait au moins douteuses, voire plus, mais qu'aujourd'hui la relation n'existe pas. Donc on a travaillé pendant 2 ans sur une concertation et finalement on devient spectateur du dispositif quand il se met en application. Voilà, je termine. Le dispositif tel qu'il se présente actuellement, il fait apparaître qu'il y aura une concertation dans 3 ans pour examiner le dispositif lui-même. Je reviens quand même très rapidement, parce que ça je ne l'ai pas assez fait, sur cette question de ce qu'il y avait de très positif. Je l'ai dit, l'aide au fonctionnement, le fait qu'on prenne en considération l'existant, le fait que la dimension artistique soit vraiment au cœur du projet, mais aussi le fait que cette question de la société civile soit quand même assez précisément énoncée, et que tout un lexique
qui a été le nôtre pendant toute cette concertation a été repris au sein du dispositif. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est assez contrastée. On a avancé sur un certain nombre de choses, incontestablement, et en même temps, on se trouve aujourd'hui un peu frustré, notamment de ne pas pouvoir questionner ce dispositif. Parce qu'on pense que les meilleurs experts de ces lieux, ce sont les gens qui les mènent. Et qu'il est très difficile sur, en plus, un service administratif à la région qui est extrêmement réduit, qui travaille sur un territoire considérable, l'Île-de-France, qui a à gérer plusieurs dispositifs, notamment celui de la PAC, mais pas seulement, les questions d'investissement, etc. Voilà. Or, les 30 premières attributions, puisqu'il y a eu 2 fois 15 attributions, parmi celles-ci, il y a des attributions qui posent vraiment problème. Je dis juste comme ça un petit mot. Voilà, ça sera le mot de la fin. Mais je vais même pas dire qui. Il y a quand même des gros problèmes sur les montants de ces attributions. Voilà. Non, mais ce n'est pas un problème de dire qui, c'est un problème de dire que les financements sont arrivés à des endroits où ils n'auraient pas dû arriver, pour 2 raisons. D'abord, un financement important est arrivé sur un lieu qui ne ressemble absolument pas à nos lieux tels qu'on les avait définis, mais qui est un lieu de location. Et un deuxième financement est arrivé sur une très grosse entité, alors là, pour le coup, bon, je suis obligé, je vais la nommer, c'est le Théâtre du Soleil, plus de 3 millions de budget, et d'un seul coup, il y a 100 000 € au titre des fabriques qui arrivent là. On l'a très mal vécu, étant donné qu'un certain nombre de nos lieux sont vraiment en difficulté, qu'un des lieux récemment du réseau actif vient de mettre la clé sous la porte, que plusieurs sont en danger de mettre la clé sous la porte. Là, il y a un problème, et là est la limite de cette histoire de concertation. Voilà. En clair, voilà, mais quand même c'est très important de le dire, cette histoire de concertation, en fait, il a fallu la forcer, parce que sinon, de concertation, il n'y aurait pas eu. 2, elle s'est construite à partir de répétition d'annulation. Annulation voilà, de la réunion de bilan, annulation d'une première réunion, voilà. 3, il y a un moment, quand les choses commençaient à prendre, que cette concertation n'avait pas commencé, d'un seul coup, Julien Drey s'est rendu compte que voilà, il a dit bon, bah, il faut que ça aille très vite, dans 2 mois c'est terminé. Voilà. Donc, c'est quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plus qu'une limite de la résistance sur cette question. Et deuxièmement, quand on voit en plus que des points vraiment très importants n'ont absolument pas été retenus, alors que c'était pas compliqué de les prendre en considération. On demandait simplement qu'il y ait un certain nombre d'entre nous, à nous de définir lesquels, est-ce que c'était paritaire ou pas, mais qu'on soit présent. Sur quelle base on attribue ces financements et ensuite, comment on questionne ce dispositif. Voilà. Excusez-moi, j'ai été long, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Merci Régis et Joël. En fait, la règle du jeu de ce matin, c'était un petit peu d'essayer de repartir des 2 propositions de présentation que nous ont fait Joël et Régis, qui permettent de pointer déjà un certain nombre d'enjeux et de problématiques clés pour essayer ensuite de renvoyer le débat de manière plus large avec vous, pas forcément dans une volonté de question-réponse ou de creuser ces 2 problématiques, mais plutôt d'essayer de continuer à mettre en exergue un certain nombre d'enjeux actuels, nouveaux, qui se jouent aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a assez bien vu déjà avec ces 2 présentations qui nous ont parlé justement des nouvelles formes de politique culturelle à mettre en place, et peut-être que c'est pas non plus, qu'il y ait aussi un jeu là sur le fait qu'on soit sur une communauté d'agglo, qu'on soit aussi sur une région, de comment à un moment ça permet aussi de poser des relations différentes. Il y a la question de l'organisation collective également qui a été très fortement identifiée, et la question de rendre visible la diversité des initiatives et de réussir à se nommer, à se définir. Je crois que c'est aussi l'endroit et le forum, un espace où on essaye justement d'aller dans ce sens. Et puis, donc, essayer de voir comment on creuse ces enjeux-là, essayer aussi de voir ce matin avec vous comment on peut encore continuer à travailler sur la question des processus.
On l'a vu aussi, je pense, assez bien dans ces présentations, qu'on est souvent dans des histoires à la fois longues, c'est-à-dire avec des étapes parce que c'est vrai que Régis en a moins parlé, mais que aussi le réseau actif est en travail depuis longtemps sur l'espace de la région, et aussi s'est construit dans cette durée, même s'il y a eu ce moment, cette phase de concertation, après plus particulièrement sur les fabriques. Donc voilà, comment on construit aussi ces étapes de la concertation, ces étapes de dialogue pour la construction des politiques publiques, et puis quelle stratégie à la fois d'organisation collective et puis peut-être de mise en dialogue, de nouveaux espaces de dialogue, on arrive à créer de rapports de force constructive, comme tu le disais aussi Joël, sans se cacher parfois les difficultés ou les résistances qui sont rencontrées. Donc voilà, on avait envie un peu de vous proposer ce débat-là. On a jusqu'à 13h, en gros, on partira déjeuner sur place pour essayer à travers aussi vos témoignages, vos expériences justement sur des territoires sans doute différents. Là, on était peut-être sur des territoires plus urbains, peut-être aussi territoires ruraux, dans des relations avec des collectivités différentes, d'essayer de creuser ce qui fait enjeu actuel, peut-être nouveau pour vous, comment se bâtissent ces processus et quelles sont les limites, les résistances que vous trouvez, ou au contraire les points d'appui ou les leviers. Voilà, donc on vous cède la parole. Beja et moi, on ne s'est pas présenté, excusez-nous, donc moi je suis Patricia Colère, déléguée générale de l'UFISC, et Beja, donc je suis la salariée d'Artfactory autre part, à la coordination du réseau national qui regroupe une quarantaine d'espaces projets à travers la France. Et Philippe Henry, donc, qui était déjà ici hier, qui a fait... et qui nous a demandé d'être là pour assurer une petite transmission, un petit appui sur la technique de débat. Voilà, donc qui nous regardera, qui nous pointera des problématiques en fonction, en tout cas, des libres d'intervenir. Voilà. Oui, Vincent Badi, je viens de Lyon, je reviens de quand tu as pu venir hier à la rencontre, mais je crois qu'il y a d'autres Lyonnais ou Rhône-Alpins qui sont ici. Donc moi je représente l'association Arvif, une association ressources qui s'est créée en Rhône-Alpes en lien avec le CINAVI, mais également mon expérience propre correspond aussi à certains lieux de fabrique, puisque c'est celle du nouveau théâtre du 8e à Lyon. Et je veux faire état simplement de la rencontre qui a eu lieu, dont j'ai des comptes rendus d'ailleurs à faire circuler, des synthèses, qui a été organisée en décembre sur ce sujet-là par l'initiative de l'association Arvif et de l'agence régionale MACRE. Rencontre qui a réuni près de 80 personnes, des gens assez différents. Alors c'est vrai que j'étais très intéressé par l'exposé que Régis a fait sur Île-de-France, à partir de l'expérience d'Active, parce que à la fois elle permet de mesurer ce qui peut nous rassembler, et puis ce qui est aussi des différences. Et c'est vrai qu'en Rhône-Alpes, sur cette question-là, dans la relation aux collectivités publiques, puisque c'est ça le sujet, il me semble, de ce matin, il y a beaucoup de choses encore à inventer. Donc ce débat qu'on a organisé en décembre était déjà une première pierre, même si nous avons beaucoup regretté et constaté le fait que notamment les gens de la région Rhône-Alpes, qui pourtant disaient être intéressés par le sujet, étaient très peu présents, ni non plus des représentants des grandes villes de la région, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Mais nous ne désespérons pas, à l'issue de cette rencontre, c'est un des objectifs, à partir de la synthèse qui a été faite, de pouvoir justement, à un moment donné, les interroger, les interpeller à partir d'un groupe de travail constitué à partir de la rencontre. Alors pour ce qui simplement pour dire un peu, je ne veux pas être trop long, mais parce que, en plus vous verrez la synthèse qui a été faite. Ce que je veux dire, c'est que l'existence, si on parle un peu de l'existence sur la région Rhône-Alpes, moi il se trouve qu'avec Arvif, j'ai fait une enquête, une étude sur la question des lieux, du besoin
de lieux de fabrique en région Rhône-Alpes, d'espaces de travail, de lieux de fabrique. Et à partir aussi dans cette enquête, j'ai pu faire un certain nombre d'entretiens avec des lieux existants. C'est vrai que si on parle de l'existant, il y a effectivement quelques lieux de fabrique répertoriés qui existent depuis un certain temps. On a à côté de moi le Poteau Noir, d'autres je ne sais pas s'ils sont dans la salle, de Ramdam évidemment, peut-être ça évoquera quelque chose pour certains d'entre vous. Bon, je ne vais pas tous les évoquer. Et ils sont globalement dans une situation qui correspond un peu à celle évoquée par Régis concernant les lieux regroupés dans l'actif. Mais il y a également, dans l'existant, il faut en prendre en compte, il y a également des lieux publics. C'est le cas par exemple du nouveau tête 8e. Et c'est le cas aujourd'hui aussi de la friche Lamartine, où je crois qu'il y a des gens de Lamartine qui doivent être présents dans la salle. Il y a des gens de la friche Lamartine, c'est un lieu que la ville de Lyon a mis à disposition des gens qui squattaient, qui avaient squatté, qui avaient développé une expérience dans l'ancienne friche RVI. Et ce qui se passe sur la friche Lamartine est porteur de beaucoup de choses intéressantes. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas durable, hein, mais cet hébergement, c'est un peu un hébergement d'urgence, mais dans cet hébergement d'urgence, il se passe énormément de choses intéressantes. Je dirais également que l'expérience, alors tout à fait un peu unique, un peu spéciale, qui est celle du nouveau tête du 8e, qui est un lieu donc mis à disposition à une compagnie, à un collectif artistique, sur un projet de fabrication théâtrale dans un arrondissement populaire de Lyon. C'est un lieu donc où il y a une convention de mise à disposition du lieu par la ville et une convention quadriennale avec les autres tutelles qui permet à ce lieu d'être assez bien financé. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est aussi la compagnie qui dirige ce lieu qui est aussi financée par ça. Mais elle est financée pour travailler dans ce lieu et pour y développer plusieurs axes qui sont des axes d'association et d'accueil d'autres compagnies ou artistes dans la durée et pas de simple résidence ponctuelle. Ça, c'est un point qui me paraît très important. Sur une dimension... Oui, Vincent, alors, à partir du cas de Lyon, est-ce que... Ce que je veux dire, c'est que je réagis par rapport à l'existant que tu décrivais, qui disait, nous, on a pris garde en Ile-de-France du fait que ce soit des lieux qui soient tous issus de la société civile. Moi, je dis, il y a aussi des expériences dans des régions, avec si tu veux, ce point-là me paraît important, hein, sur à partir de lieux publics, comment on a pu contractualiser, ou comment on peut contractualiser avec les tutelles pour développer des logiques qui correspondent à celles décrites par ailleurs dans les lieux de fabrique. Nous, c'est cette problématique-là, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres points, comme par exemple les difficultés de la relation avec les pouvoirs publics ou la limite de la concertation? J'ai dit tout à l'heure, c'est que sur ça, on a fait... L'enjeu de ce débat, c'est d'essayer justement de monter un petit peu en généralité. C'est-à-dire de voir ce qui converge dans les expériences, ce qui diffère dans les expériences. Hein. J'entends bien, Philippe, mais cette question du lieu public, de l'initiative du lieu, j'ai bien entendu qu'elle était centrale proactive, elle a un caractère général. Et moi, je trouve, une des raisons, on en a discuté à Lyon, c'est un point très important. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a une ligne lieu intermédiaire de la part de certaines collectivités. Mais on voit que cette ligne-là, elle est d'abord assez chiche, hein, et qu'elle tend même à se rétrécir de la part de certaines collectivités. Donc il y a un vrai souci, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a, sur cette question-là, des lieux, ce qu'on appelle les lieux intermédiaires, moi, ce que je préfère appeler les fabriques, les lieux de fabrique partagée, artistiques partagés, moi, je pense qu'il y a vraiment à essayer de penser aussi avec d'autres modèles que ceux, justement, des lieux intermédiaires. Et qu'il y a besoin d'en faire une affaire qui ne concerne pas seulement les acteurs qui sont aujourd'hui dans ces lieux, mais aussi beaucoup d'autres, y compris des gens qui sont dans des lieux publics et qui essayent de faire évoluer ces lieux publics et d'y travailler d'une autre manière. Donc ça, c'est une question d'ordre général, Philippe, on est bien d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Donc, voilà, Luciano, Travaglino, le théâtre de la Girandole à Montreuil. Donc, je crois que là, après cette intervention, je crois que il faut qu'on fasse attention aux règles, au clivage. Le cas particulier donc, du théâtre de la Girandole, c'est que donc on a une structure donc en dur, c'est une structure privée, donc un théâtre privé,
qui appartient aux gens qui l'animent, donc qui est aidé par la mairie, le département et la région. Et on anime aussi un théâtre en plein air, théâtre de verdure, qui appartient à la mairie. Donc là aussi, on se met. Donc voilà, je porte cet exemple, donc la coexistence d'une compagnie qui anime un lieu privé et aussi un lieu public, et ça fonctionne très bien. Je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Je m'arrête là. Merci. On va peut-être avoir le cas de Thomas Apollo. Oui, alors donc, pour ceux qui n'étaient pas dans l'atelier où j'étais présent avec Henri Devier hier, on a mené depuis maintenant 3 mois, la Fabrique Paula et la Gare Mondiale à Bergerac, peut-être que je me lève. On a lancé une démarche de concertation territoriale, si on peut l'appeler vraiment comme ça, parce que c'est quelque chose qui est très récupéré par les instances publiques aussi. En tout cas, avec l'idée qu'il fallait effectivement, à l'instar d'Actif, commencer à faire reconnaître nos lieux, non pas comme isolés les uns des autres, mais d'une logique territoriale assez cohérente. Donc on a commencé par faire... On est dans une démarche de proche en proche. Je vais arriver à ma question à la fin très rapidement, mais pour recontextualiser. D'abord Paula, en lien avec Noémie de la Gare Mondiale, on réfléchit ensemble à ce qu'on peut mettre en place. En plus, après, Bordeaux se déplace à Bergerac, ce qui est symboliquement très fort en Aquitaine. On va rencontrer Bergerac, les gens de Bergerac, on discute avec eux, on essaie de mettre au point vraiment une espèce d'échange pour voir si on est sur les mêmes lignes et on a les mêmes objectifs. Puis Bordeaux et Bergerac se déplacent dans un petit village à côté de Mont-de-Marsan qui s'appelle Roquefort pour aller dans un collectif qui a un lieu qui nous semblait être un lieu de fabrique et qui en est un en effet, qui s'appelle Aïa. Et donc là, on va aller vers une 4e étape, on va se déplacer dans le Pays Basque. On a identifié aussi un acteur qui peut ressembler, rentrer dans nos critères. Donc on fait tout en même temps et on a pris la décision dès le départ de ne pas impliquer les acteurs publics dans cette démarche-là, et de les prendre, on va dire, dans un second temps, qui pourra être peut-être le moment en juin où on va essayer d'organiser une rencontre. Mais on n'en est vraiment pas sûr, parce qu'on a une vraie méfiance, des méfiances qui sont, on va dire, justifiées par ce que vous nous avez dit. On a envie d'être vraiment sûr dans nos revendications, de ce qui est de la critériologie, de ce qui est de nos objectifs, de se relier aussi à l'effort national, avant de soumettre, on va dire, une synthèse de nos travaux à la région Aquitaine. Et la question que je vous posais, c'est peut-être en Ile-de-France, c'était spécifique, votre volonté de tout de suite passer par l'interpellation publique, ou est-ce que, enfin, d'où vient cette relation directe au pouvoir public, puisque, comme je vous dis, nous, on a plutôt tendance à vraiment les mettre d'une manière secondaire dans notre démarche. Voilà. Inversement, vous demandez comment vous comptez accrocher ensuite la relation au pouvoir public. On peut interroger de deux côtés. Régis, tu réponds? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment, on s'était saisi d'une opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est les listes électorales qui ont décidé de porter cette problématique. Ils l'ont inscrit dans le projet de mandature. À partir de là, on s'est dit, il y a un fil à tirer, du travail à mener. Voilà comment, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on n'est pas parti de rien en disant maintenant, on met ça sur la table. C'est ce qu'on essaye de faire depuis des années. Disons que là, il y a eu une opportunité, et à un moment, on a dit, bon, bah ça, on s'en saisit, et voilà. Je voulais juste répondre une petite chose sur, effectivement, dans le sens de Régis. Je pense que si on a inventé cet atelier ce matin, c'est effectivement pour constater que, quand même, d'une part, on arrivait à travailler avec les pouvoirs publics, les politiques ou les services, et d'ailleurs d'autres. D'autre part, qu'évidemment, c'était pas facile, et évidemment que là, dans le cas de Fabrique, on pouvait être on regardait le verre moitié plein ou moitié vide. En tout cas, il y a des choses, des avancées, et puis il y a des choses où effectivement on n'est pas très content. En même temps, je pense que aussi tout de suite, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est quand même, Régis l'a dit, mais il faut insister là-dessus. Il y a qui sont les acteurs, c'est-à-dire le réseau actif qui est constitué et qui n'est pas puissant, parce que c'est quoi? C'est 20 lieux, pas très gros, etc., mais quand même qui existent, et parmi lesquels il y a des lieux reconnus. Excusez-moi,
Et de l'autre côté, il y a des élus qui, quand même, ont posé cette vague idée sur la table et sont sensibles à la question. Alors peut-être pas avec les mêmes regards que nous exactement, ça c'est sûr, pas les mêmes intérêts, et ça on est sûr quand on va dans la discussion qu'on n'a pas les mêmes intérêts, eux et nous. On en partage quelques-uns, mais on sait que derrière eux ils vont avoir des stratégies et nous d'autres. Mais comment dire, il s'agit pas, je pense qu'il s'agit, en tout cas il ne faudrait pas en conclure que la méfiance est de rigueur. Il me semble que ce n'est pas la bonne question. En tout cas, moi j'ouvre là-dessus, c'est plutôt ce qu'on constate, c'est que si on crée un rapport de force, ce qu'a dit Joël aussi tout à l'heure, c'est-à-dire notamment à travers des réseaux, à travers des syndicats, tout ce qu'on veut, et qu'ensuite on identifie parmi les interlocuteurs politiques ou dans les services les gens qui sont sensibles, qui pourraient avoir envie, parce qu'il y a quelque chose comme ça dans l'air, pourraient avoir envie d'aller dans ce sens-là, alors il faut engager la conversation, fabriquer une alliance objective avec eux comme on l'a fait. Je ne pense pas qu'on arrive à travailler, à imposer quelque chose aujourd'hui, en tout cas, en partant juste d'une confrontation. Bon, c'est tout. Et ça s'est passé comme ça pour nous. Alors il y a plusieurs prises de parole en même temps, attention. Vincent, Oui, donc moi je veux bien prendre la parole pour faire état un tout petit peu de ce qui se passe en Normandie, où on est depuis plusieurs mois dans une démarche de construction d'un réseau, fédération qui existe. On vous demande de vous lever. Ah, je me lève, d'accord, bon, donc je veux bien me lever, voilà. Donc Vincent Lacoste. Et donc un peu à l'origine de ce réseau qui est en train de se construire en Haute et Basse Normandie, donc sur deux régions, donc avec deux problématiques quand même bien différentes. Par rapport au pouvoir public, c'est vrai que j'ai senti personnellement la nécessité d'œuvrer pour un rapprochement, mais en même temps j'ai senti que les tutelles, en tous les cas en Haute-Normandie, étaient prêtes à cela et avaient envie d'agir en direction des fabriques, de ce qu'on a finalement appelé les lieux intermédiaires. Donc finalement, c'est avec la double impulsion du relais d'un côté et de l'ODIA, qui est l'équivalent de NACRE, hein, je crois, en Rhône-Alpes, qu'on a cherché à réunir l'ensemble des lieux intermédiaires. Même au niveau de la reconnaissance de ces lieux, ça n'était pas évident. Moi, je connais bien la Haute-Normandie, mais peu la Basse-Normandie. L'ODIA est un office de diffusion qui intervient sur les deux régions, et donc on a ensemble établi une liste de lieux qui potentiellement pouvaient être intéressés. Ce qui veut dire que c'était bien quelque chose de commun qui commençait. On a repéré une vingtaine, un peu plus de 20 lieux, 22 espaces qui semblent correspondre à ce que sont les fabriques, de façon assez précise, en tous les cas, des espaces qui sont portés par des équipes artistiques, qui ne sont pas a priori des espaces municipaux, ou avec des questions de mise, bien sûr, à disposition d'espace, etc. Mais c'est quand même des équipes artistiques clairement engagées dans un travail personnel et en ouverture d'autres intervenants, artistes, sous forme de résidence en général, peut-être de diffusion. Et finalement, cette réunion a eu lieu avec la conclusion, en présence des DRAC, enfin, oui, en présence des régions, en présence de départements, qui du coup étaient quand même là, en présence d'actifs d'ailleurs, qui est venu ce jour-là, en présence aussi d'un autre réseau qui est en Pays de la Loire, qui s'appelle le réseau Résonance. On a conclu qu'on souhaitait se retrouver sans les pouvoirs publics dans un premier temps, de façon à savoir comment on voulait s'auto-organiser, et qu'on reprenait contact avec eux après avoir fait preuve d'une capacité d'auto-organisation. Et ça a été très bien accueilli par les tutelles. Donc c'est ce que nous avons fait dans le dernier mois. On vient de créer un réseau qui regroupe aujourd'hui 17 structures, avec une coprésidence qui est avec deux coprésidents, l'un en Haute-Normandie, l'autre en Basse-Normandie, à Caen, et dans un désir vraiment d'aller vers du coup des propositions. Donc pour réagir un tout petit peu à ce que disait Régis, j'ai essayé de voir quelles sont les difficultés que l'on pressent. La première difficulté évidente, c'est que la région Haute-Normandie, en tout cas telle que je l'ai rencontrée, a vite envie de faire quelque chose vis-à-vis des lieux intermédiaires. Elle aimerait avoir un dispositif rapide qui fonctionnerait rapidement.
Et les idées que j'ai pu entendre pour l'instant, ce ne sont pas des idées d'intervention sur le fonctionnement des lieux, mais beaucoup plus l'idée de rendre ces lieux opérateurs sous une certaine forme. Typiquement, permettre la circulation d'un ou deux projets qui du coup seraient coproduits avec un peu plus de fonds que d'autres. Et nous, du coup, on nous donnerait une certaine capacité d'être opérateur de ça. Et ça, si on proposait ça, c'est-à-dire si on jouait sur la circulation d'une œuvre, d'œuvres en général, mais qui du coup se limiterait à quelques projets, on serait très vite aidé. Du coup, l'enjeu m'a paru évident dans la construction de ce réseau, c'est de dire, très bien, on entend que vous avez envie de faire quelque chose, mais il faut qu'on réfléchisse à des propositions qui peut-être vont s'éloigner de ce type de proposition-là. Et là, il y a un enjeu majeur. Voilà. Sur la question du périmètre des lieux, c'est également un enjeu. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a défini un ensemble d'espaces qui paraissait clairement correspondre aux critères à peu près dont on a parlé précédemment et qu'on nous on a repris dans la charte du lien. Mais c'est vrai que la région a souhaité, là je parle de la région Normandie, a souhaité réunir préalablement des lieux qu'elle aide au titre d'équipe artistique ayant en charge un lieu, et finalement en incluant là-dedans, au dernier moment, sans du tout que je l'ai su personnellement, des lieux qui ne correspondent pas. Voilà. Et ça s'est passé au tout dernier moment. Et il y a eu un débat compliqué qui ressemble beaucoup à ce que j'ai pu comprendre de l'Île-de-France. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est trouvé devant des gens, enfin, non plus du tout des équipes artistiques, mais des gens qui étaient nommés pour mettre en place un certain cahier des charges, etc. Cahier des charges à l'intérieur desquels il est question de résidence et tout, mais avec un mode de fonctionnement qui est très loin, à mon avis, des fabriques. Et tout à coup, on les a vus arriver. Donc ça a été assez compliqué de dire, attention, le périmètre n'est pas celui-là, et donc on exclut ce que j'ai fait, en disant le lien donc, ne pourra pas inclure ces lieux-là. Ils sont de fait en dehors du périmètre que nous considérons être celui des lieux intermédiaires. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter là pour dire qu'en fait on est aujourd'hui en construction de cet espace de discussion, d'échange de savoir, de reconnaissance des uns des autres, et qu'on est ensuite en désir évidemment de revenir vers les tutelles qui sont intéressées, qui sont favorables, mais qui clairement ont des attentes qui ne sont peut-être pas tout à fait les nôtres. Et donc là, voilà, on en est au début de cette concertation et peut-être opposition. Merci pour ce point de vue de la basse Normandie. On a deux personnes là qui veulent réagir. Pardonne-moi, Claude, juste une petite chose en forme de réponse à Paula. Il est indispensable de chercher à se faire des alliés dans les collectivités, que ce soit au niveau des techniciens ou au niveau des élus. Sinon, à un moment donné, on s'auto-isole d'une certaine façon. Il y a un dialogue, mais pas officiel. On ne les invite pas à nos espaces de travail. Merci, vas-y, Claude. Moi je suis ravie à chaque fois, c'est étonnant vu depuis le temps que je m'occupe effectivement de ces problématiques à différents endroits. À chaque fois, comment le fait d'écouter les uns et les autres et les expériences et de les mettre tout d'un coup en relation, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée de mettre les deux histoires, Toulouse et l'Île-de-France, parce qu'elles manifestent toutes les deux quelque chose qui a à voir d'une part avec la réaction que vient d'avoir Joël. Ces lieux-là, à des moments historiques, politiques et autres extrêmement différents, ont su avoir l'art de la malice ou l'art de la ruse, comme dirait plutôt d'ailleurs Pascal Nicolas Lestrade, de se servir de ce qui arrive à ce moment-là et des gens qui sont à ce moment-là à des endroits qui peuvent devenir des complices de nos propres ruses en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Et c'est d'autant plus, disons, facile d'avoir ça si dans les régions ou dans l'espace qui nous concerne, dans ce qui était dit là, on a réussi à constituer des collectifs. Alors, moi j'ai été effectivement chargée de mission nationale
sur les nouveaux territoires de l'art à un moment donné d'une politique bien précise qui voulait effectivement accompagner les nouveaux territoires de l'art, les lieux, les friches, les laboratoires. Mais ce rapport de Fabrice L'extrait s'est fait en lien avec l'association Factory autre part qui existait avant le rapport L'extrait. Donc je veux dire l'importance déjà de se réunir, parce que même quand il y a une opportunité politique, le fait qu'il y ait eu un réseau qui a pu déjà inspirer les politiques de Michel Dufour et le rapport L'extrait, c'est très important. De même que, comme tu l'as souligné, le couac à Toulouse a joué un rôle essentiel quand moi, avec ma mission, je suis arrivée là, pour à la fois mettre en place et constituer ce qui, aussi bien en Ile-de-France qu'à Toulouse, a manqué, c'était dans la durée le lieu de suivi, non pas de l'évaluation, mais à la fois du récit, de la proposition, pour que quand on a gagné quelque chose, et là vous l'avez dit à chaque instant, les dispositifs entre guillemets qui n'étaient pas forcément des labels, et des dispositifs éphémères qui correspondaient à une politique, à un élu, à ses bagarres, parce que derrière tout ce que vous disiez, je voyais les têtes d'un certain nombre de gens et leurs propres intérêts qui ne sont pas les nôtres, mais qu'il faut savoir s'approprier. À ces moments-là, je pense qu'il est extrêmement important qu'autour de leur méthodologie qui manque effectivement disons, d'un processus démocratique, à savoir associer tout au long du processus qu'ils mettent en place les acteurs. Nous, actuellement, sur la région marseillaise, on pense qu'il faut même que ce quorum d'acteurs autour des dispositifs éventuellement qu'on gagnera ou autres, ça soit tiré au sort parmi nous, de manière à pouvoir effectivement suivre et évaluer tout au long ce qui arrive à ces dispositifs qui sont nés quelquefois de conflits entre sur la région Île-de-France, entre le PAC, je ne sais plus, et puis les fabriques. On sait très bien qu'il y a des bagarres d'élus, des bagarres de tendances, tout ce qu'on veut. Et donc là, il est absolument essentiel d'imposer aujourd'hui ce type de choses, parce qu'autrement, on se retrouvera en permanence dans ce qui a été évoqué. À la fois, on a fait des avancées, ça a servi à quelque chose, mais au bout du compte, on a du mal à tirer le fil dans la durée, vous l'avez tous dit. Donc j'ai encore évidemment malheureusement beaucoup de choses à dire. L'intérêt de ce que Michel Dufour avait réussi, c'est de mettre en place une mission qui n'existe pas. Et l'intérêt de cette mission, ça avait été qu'elle avait pu mettre en place, et ensemble, des élus, des acteurs, l'ensemble des associations d'élus, des acteurs et les DRAC, et que dans chaque région, on pouvait se déplacer pour faire l'état des lieux ensemble de ce qui, disons, se développait de manière négative ou positive. Et dans la période creuse de l'après Dufour, ça a permis, effectivement, à moi, dans mon travail national, de maintenir un certain nombre de choses. Donc on voit bien qu'on n'a plus ces outils, qu'on nous en a supprimés, et qu'il y a donc un certain nombre de revendications collectives à avoir, mais aussi de vigilance dans ceux qui mettent en place les nouveaux réseaux. Mais que ces réseaux sont très très importants, leur indépendance, mais aussi leur connivence. Et il y a une fille à Toulouse qui est universitaire et qui dit « Nous sommes encore pour longtemps dans la période où ce sont les militants dans les différentes, et dans l'administration, et dans les techniques, et dans les services, et dans les élus, qui permettront que les choses avancent. On n'est pas encore dans la période du droit commun, et ça va durer un petit moment, je pense. » Merci Claude pour cette intervention. Tiens, juste à côté de toi, si tu peux passer le micro. Bonjour, je suis York, plasticien et ancien président du réseau actif. C'est un peu à ce titre que j'interviens pour un peu la mémoire du réseau. Il s'est créé en effet autour d'une complicité entre un type qui bossait à la DRAC et les cafés musiques qui est en train d'apparaître. Parce que le modèle économique des cafés musiques n'était pas terrible pour les musiciens, il fallait un petit peu de l'accompagnement, etc. Et le réseau actif a eu les premières subventions pour faire la mutualisation, qui était aussi un projet, je pense, des gens à l'époque du réseau, des responsables des lieux, hein, il n'y en a plus, je pense, aujourd'hui,
Tu étais là au début en 96? Si. Glazart? Non. Pardon, pas Glazart. Sepsep. Gennevilliers. Ah, ça vous va? Non, Tamanoir. Le Tamanoir. Tamanoir. Ouais. Mais enfin, en tout cas, il y avait au départ quand même une forme de complicité qui s'est établie, peut-être parce qu'il y avait une grande politique de droite et qu'il y a quelques gens dans ces dracs qui sont un peu plus de gauche et qui voient qu'il y a quelque chose à faire. Donc, mais quelque chose d'une complicité en tout cas. Mais aussi une des forces du réseau, ça a été d'avoir un outil de mutualisation. Et je pense que le réseau est né de la mutualisation, de cette nécessité qu'avaient des lieux de mettre en commun des choses. Il y a encore aujourd'hui les fiches de paie, il y a un certain nombre de choses qui sont mutualisées. Et puis je pense qu'une des forces du réseau a été de se poser la question en permanence de qu'est-ce qu'on a de commun, qu'est-ce qu'on a à partager en commun, pour essayer peut-être d'éviter le rapport à la discipline, des situations un petit peu particulières. Enfin, voilà. Et je crois que ensuite le réseau a été en capacité de produire du texte. Et c'est ça qui a sans doute, vis-à-vis des pouvoirs publics, permis ce levier, parce qu'il y avait la nécessité, je pense, pour les réseaux, de dire l'intérêt financier collectif d'équipes et d'espaces qui étaient gérés comme ça, en gros, que l'argent public était très très bien utilisé. Enfin, c'était un des enjeux. Et je pense qu'un des nouveaux enjeux peut-être, c'est justement d'opérer ce glissement qu'il y a entre les énormes structures qui sont budgétophages du ministère de la Culture et je crois que dans un rapport d'échelle on va vers une volonté de glissement de ces subventions, voilà, en remettant en permanence devant les pouvoirs publics le fait que leurs initiatives ne sont pas si géniales que ça, qu'elles peuvent coûter très cher, elles peuvent handicaper un territoire. Enfin, je pense qu'on a de l'argumentaire comme ça pour, dans ce grand champ du budget, tendre vers un glissement des choses, je crois. Et je crois, enfin, on pourra en terminer, je pense que je ne l'ai pas lu, je l'ai un peu lu en ligne, le nouveau document d'actifs, ce que j'ai lu m'a enchanté. Déjà, qu'est-ce qu'on a à se dire, ça commence très fort, je trouvais. Mais je crois que ce sera encore un autre outil pour le réseau pour s'affirmer. Je pense que la publication de documents, vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont quand même des administratifs, qui sont des gens qui sont un peu, il faut leur proposer un cadre. Et je pense que la publication de documents qui émanent du terrain, ils sont en demande en permanence. Donc faisons monter des enquêtes, faisons monter des choses comme ça pour, je pense que ça va encore mettre des pierres à notre édifice. Merci, parce que moi je voulais réagir aussi. Je suis bien évidemment tout à fait d'accord, c'est le travail que fait Art Factory autre part depuis de nombreuses années. Et ce que je voulais juste souligner, voilà, juste pour le porter dans le débat, c'est aussi la volonté qu'a eue l'association des DAC des grandes villes de France de nous inviter à discuter avec eux dans le cadre des rencontres qu'ils ont fait à Rennes. Bon, un certain nombre de gens ici étaient dans les comités de pilotage et il est tout à fait, bien entendu, évident que c'était imparfait, qu'il y avait beaucoup d'écueils, mais ça avait le mérite d'exister. Ils ont une véritable nécessité de renouveler un certain nombre de leurs discours et de leur fonctionnement. Je crois que quelque chose qui a émané assez clairement de ces rencontres-là, c'est qu'ils ont besoin de nous, ils ont envie d'échanger avec nous, et je crois que voilà, pour aller dans ton sens, il faut qu'on continue à produire et à structurer les pensées collectives, et c'est pour ça que des réseaux locaux ou nationaux sont fondamentaux pour accompagner, on va dire, les structures publiques dans la construction des politiques culturelles. Oui, pour aller justement dans ton sens, je pense qu'en effet, on a bien entendu la nécessité de mieux se connaître, de pouvoir s'analyser, d'avoir une portée réflexive, on va dire, qu'aussi travailler collectivement à travers les réseaux et de manière assez profonde. Je pense que
On sent bien qu'il y a à la fois la nécessité d'aller vers l'autre, d'aller cultiver la relation, de se rencontrer, de partager dans les réseaux naissants. Et puis on sait pour un certain nombre de réseaux qui sont déjà en effet en travail depuis un certain temps, que c'est des histoires longues et que ça se travaille vraiment dans la profondeur à travers plusieurs typologies d'actions, qu'elles soient opérationnelles ou de manière ou permettant de creuser un certain nombre de sujets qui permettent justement de faire corpus ensemble. Peut-être aussi pour aller dans un autre moment du débat, justement réagir à ce que tu dis et qu'on sent bien qu'on est justement dans un travail sur de nouveaux espaces de dialogue, sur des nouveaux espaces de concertation qui travaillent la permanence. On l'a dit, comment on est en amont et à partir du moment où on est aussi présent et aussi révélé, comment on peut travailler en amont de ce processus à partir d'opportunités parfois ou à partir d'une revendication qui peut être portée collectivement, comment on est présent pendant la concertation et comment on est également présent suite à cette concertation. Ce qui m'apparaît intéressant, notamment dans la logique qui était portée là, c'était cette volonté de transparence et justement de poser un espace de concertation de manière véritablement publique, à la fois au niveau de la région, avec les réunions de la commission culture, où il y avait un ensemble d'acteurs et de représentants qui étaient présents sur ces réunions, mais également dans l'espace public, à travers un certain nombre de débats et de rencontres publiques, qui permettaient également de porter ces questions-là. Et ça peut peut-être aussi répondre dans une certaine manière à ce qui a été posé, c'est-à-dire ne pas non plus avoir aussi l'envie justement de débattre à plusieurs. Et je pense que ces espaces de co-construction qu'on revendique un peu comme des espaces démocratiques, elles peuvent aussi se jouer là. Et peut-être une question également, une interrogation. Est-ce qu'il y a, au-delà de cette question de la durée et de la permanence, également la question de l'articulation entre plusieurs collectivités territoriales? C'est-à-dire que là, on a été beaucoup dans des exemples plutôt de rapport à une collectivité. Comment aussi peut-être certains exemples, par exemple par rapport à ce qui se passe en Pays de la Loire ou d'autres, peut-être on peut voir aussi comment plusieurs collectivités territoriales avec les acteurs peuvent aussi réfléchir ensemble, parce que ça crée aussi une volonté politique et culturelle aussi différente. D'autres réactions? Quelqu'un? Bonjour. En préambule, j'espère que je ne serai pas conspuée. Je vais me présenter. Je m'appelle Caroline Delaporte. Je suis chargée de mission spectacle vivant à la ville de Caen et à l'agglomération de Caen-la-Mer, et chef de projet d'un projet de création de fabrique d'initiative municipale, ce qui, je l'ai bien compris, pour la majorité de la salle est un soleil noir, donc quelque chose qui ne peut pas exister. Ça me paraît important d'échanger avec vous sur cette tentative que nous menons à Caen, d'une co-construction vraiment entre la ville de Caen et un certain nombre d'acteurs du territoire, à commencer par des lieux intermédiaires, que sont notamment les ateliers intermédiaires, le Bazar Nahom et le tout petit dernier nouveau-né, la centrifugeuse. Et vous faire un historique très rapide pour vous montrer que le dialogue, il peut être très rapide, promis, 30 secondes, juste pour montrer en généralité que le dialogue, voilà, croiser avec les autres. Oui, que le dialogue avec les pouvoirs publics peut être véritablement un échange. Alors je ne dis pas que c'est vertueux, il y en a évidemment des écueils. Vous dire que ce projet de fabrique d'initiative municipale est né d'une demande de la société civile à Caen, que ça a été intégré dans le programme culturel monté par les élus du mandat 2008-2014, et que ça aboutit à un processus de co-construction avec un certain nombre d'acteurs. Donc c'est parti d'un cadre défini par la ville de Caen, suite à des rencontres avec des acteurs qui ont été menées notamment par l'élu en charge du projet. La co-construction a été animée par la ville, mais le cadre était suffisamment large pour, à mon sens, c'est ma parole, mais des acteurs canés voudront peut-être me contredire ou alimenter,
permettre à ces acteurs-là de définir ce que pourrait être une nouvelle fabrique sur le territoire en complémentarité avec les fabriques existantes. On est aujourd'hui dans ce dialogue-là qui se poursuit. Une association vient de s'être créée, donc une association loi 1901, autonome, indépendante, dans laquelle la ville ne siège pas, avec laquelle on continue un travail de dialogue et d'échange. Donc on n'est pas sur une histoire de tutelle, on est toujours dans une co-construction. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment ça va se poursuivre après les municipales, j'espère. Nous, en tout cas au sein de la direction de la culture, c'est ce qui est inscrit dans notre projet d'activité. On continuera à tirer et les bilans et le fil de la co-construction pour que ces projets restent évolutifs et que l'ensemble des fabriques du territoire travaillent ensemble sur ces problématiques de mise à disposition de conditions de travail pour la création et de liens aux habitants. Merci. Juste une question, est-ce que dans ce processus de, est-ce que dans ce processus de concertation, vous prenez en compte aussi la nécessaire confortation des lieux existants pour que justement il y ait des intelligences à venir entre ce nouveau lieu et l'existant? Donc je croise les doigts parce que le conseil municipal a lieu le 10 février, mais effectivement on a proposé des augmentations de subventions sur les lieux existants. Très bien, merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut... Rappelons bien le problème des enjeux actuels, des stratégies et des difficultés probables que ces concertations entre lieux intermédiaires et pouvoirs publics à plusieurs niveaux vont rencontrer. C'est bien ça l'objet de ce débat de ce matin. Donc moi, Valère Bertrand, je m'occupe du Poteau Noir dans le Vercors, en Isère. Et je rebondis sur les pouvoirs publics. C'est-à-dire que moi, la question que je me pose, c'est la question de nos interlocuteurs. Le Poteau Noir sur son territoire est considéré comme un lieu ressource, pratiquement comme une petite institution. Le département de l'Isère, à l'heure actuelle, est en train de réfléchir sur une labellisation type scène départementale. Au niveau de la région Rhône-Alpes, nous sommes considérés comme un lieu intermédiaire. L'État, et je vois que Benoît Guillemot est dans la salle, donc conseiller territorial de la DRAC Rhône-Alpes, et je l'en remercie, l'État, en ce qui nous concerne, a été moteur dans la construction des financements du Poteau Noir au départ, en 1997. Donc l'État était vraiment un partenaire. L'État a disparu, en ce qui nous concerne, en 2008. On s'est dit, bon, 2008, c'est juste après 2007. C'est passé quelque chose en 2007, on s'est dit, bon, c'est fondamentalement anormal, mais ça se comprend. Enfin, voilà. On se rend compte maintenant qu'au niveau de notre DRAC, la nomenclature des lieux intermédiaires n'est pas la même que celle de la région, qui n'est pas encore la même que celle du département, et qui est encore moins comprise par celle de notre communauté de communes. Donc, je me demande dans quelle mesure il ne faudrait quand même pas, et je pense que c'est un des objectifs de notre travail ici, suffisamment définir, j'ai pas peur de la définition, pour permettre à nos interlocuteurs, eux aussi, de travailler sur un accord de définition de ce qu'on peut représenter pour eux. Parce que ça me semble complètement incongru qu'il y ait de tels écarts de compréhension entre les différents niveaux. Merci. Je crois, enfin, peut-être que Benoît Guillemot pourra en parler, mais je crois qu'il faut avoir conscience qu'effectivement l'État a évacué ces notions de nouveau territoire de l'art de manière très claire à cette période-là. Et qu'il n'y a que quelques DRAC résistantes qui ont su maintenir au travers de certaines de financements des soutiens à ces projets. Mais officiellement, enfin je ne sais pas si tu veux contredire, officiellement les nouveaux territoires de l'art, enfin lieu intermédiaire, friche, laboratoire de l'art, ça n'existe plus. Donc Benoît Guillemot, conseiller culturel à la DRAC Rhône-Alpes. Je ne vais pas répondre à Valère, on aura j'espère d'autres endroits pour le faire, mais c'est vrai que
l'action qui est menée aujourd'hui est directement liée bien sûr à ce qui s'est passé en 2000 et 2001 avec Michel Dufour, mais Claude Renard l'a particulièrement bien rappelé. Et c'est vrai que aujourd'hui, les aides qui existent spécifiquement, alors je suis d'accord avec Valère aussi sur la question de bien redéfinir, il faudra le refaire, parce que c'est vrai que là j'entends beaucoup parler de lieux de fabrique, et les lieux de fabrique, est-ce que c'est uniquement le critère de ce qu'on appelle aussi les espaces intermédiaires? Dans ce cas-là, vous allez ouvrir un champ absolument énorme sur ce qu'on appelle les lieux intermédiaires. Il me semble aussi que dans les lieux intermédiaires, il y a un engagement très particulier sur des questions liées au territoire ou liées au public particulier. Bon, donc ce sont des questions en effet qui, à mon avis, doivent être peut-être précisées pour pas que vous laissiez aussi une définition très très large à ces espaces, et notamment des lieux de compagnie qui sont quand même très fortement aussi impliqués aujourd'hui, bien sûr, sur la fabrication d'œuvres, et pour certaines d'entre elles, une implication, et c'est aussi, je crois, une gestion et un mode de fonctionnement très particulier, très collectif, comme nous on voit par exemple avec la friche à Martine à Lyon, qui font que, ou Ramdam d'ailleurs aussi, qui font qu'on est dans des définitions particulières. Donc je suis d'accord là-dessus qu'il faudrait certainement redéfinir des choses. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, au ministère de la Culture et de la Communication, on vit vraiment sur cet héritage de 2001. En Grac-Rhône-Alpes, on a pu, nous, garder le million de francs de l'époque qui s'est transformé dans 150 000 €, en essayant aussi sur d'autres lignes budgétaires d'aider des lieux qui ont cette dynamique autour qu'on peut intituler les nouveaux territoires de l'art. Mais on est d'accord aujourd'hui que globalement, le ministère de la Culture n'a pas une pensée collective, en tout cas très forte. Bon, je l'ai dit d'autant plus parce que j'y suis de l'intérieur. Bon, c'est pas force d'essayer d'interpeller aussi, enfin d'interpeller, je ne vais pas m'interpeller moi-même, mais en tout cas de pouvoir susciter l'envie de développer des politiques culturelles plus fortes sur ces secteurs-là. On a en effet incité à la réalisation de 2 ouvrages, un qui a donc été réalisé par Art Factory autour des lieux de fabrique, enfin je dis lieux de fabrique, mais des lieux d'expérimentation, on appelait ça exactement, autour du spectacle vivant. Un premier que j'ai amené qui a beaucoup joué son rôle, mais qui était sur les friches liées au cinéma en Europe. Et quand je dis il a beaucoup joué son rôle, parce que là, il a vraiment permis d'identifier un réseau qui était très peu révélé, parce qu'il n'y avait personne qui s'en occupait, alors que, évidemment, avec InVivo, il existait déjà Art Factory qui avait pu faire ce travail, et qui fait toujours ce travail de repérage. Donc je crois qu'il faut bien entendu, et moi je suis là uniquement, je vais me taire après, à l'écoute de ce qui se dit, parce que je crois que tout ce que vous faites, toute l'organisation que vous essayez de mettre en place, en effet cette journée qui a eu lieu à Lyon, à laquelle j'ai pu assister l'après-midi, ou cette rencontre ici aujourd'hui, il faut absolument lui donner écho, permettre de montrer comment les choses s'organisent, et en effet faire en sorte que des politiques puissent aujourd'hui se structurer beaucoup mieux qu'elles ne le sont actuellement. Alors bien sûr, la nouvelle donne, ce sont les collectivités, et moi je suis très attentif en effet à ce qui se passe en Ile-de-France avec le Conseil régional, parce que, bon, la région Rhône-Alpes également, et tout à fait la région en tant que Conseil régional, donc est évidemment très à l'écoute de tout ce qui peut se passer, et je crois que si les acteurs, notamment du territoire rhône-alpin, engagent avec la région un débat constructif, d'autres partenaires comme nous notamment pourront s'y intégrer. Mais je crois que votre rôle en effet est très important pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics et faire en sorte que nous nous réunissions collectivement autour d'une table pour pouvoir aborder les différentes questions que vous posez et que nous avons donc déjà pu pointer dans différents ouvrages ou dans différentes rencontres que vous avez déjà organisées. Bon, je pourrais répondre à d'autres questions si vous voulez, mais moi je suis surtout là pour écouter ce qui se dit et j'espère pouvoir avoir un écho plus large que ce qui se passe aujourd'hui au ministère. Ouais. Merci Benoît. Il
y a une réaction de Laurent. Non, juste, alors, Laurent Vergniaud, donc Collectif Blues et Actif. Donc, je voulais d'une part répondre à la dame sur Caen, puisqu'elle est quand même interrogée, même si ça peut se faire en dehors de la salle, il me semble que c'est intéressant. En tout cas, moi, personnellement, je ne pense pas que les pouvoirs publics soient le diable, ni quoi que ce soit de ce type-là. Je pense que la vraie question qui se pose très régulièrement et qui s'était posée en région Île-de-France, c'est à partir du moment où un politique ou enfin, les pouvoirs publics trouvent qu'une idée est plutôt intéressante, qu'elle existe dans la société, la façon dont ils s'en emparent peut être peut avoir des conséquences très diverses. C'est-à-dire soit on se dit effectivement on va construire 7 fabriques auxquelles on va nommer 7 directeurs avec 7 structures, enfin voilà, toute cette équipe qui vont les gérer avec des principes de gestion publique, etc. Soit par exemple on va aller soutenir des fabriques, on va revenir sur le terme, des fabriques qui existent déjà, qui font un travail, et surtout quand c'est des fabriques qui ont déjà développé des liens sur les territoires avec les gens, etc. Et qu'évidemment, il y a du point de vue des acteurs, une double hérésie, c'est d'une part mettre de l'argent nouveau, alors que la plupart du temps, les friches, les fabriques en question survivent, hein, je veux dire, dans des conditions très difficiles. Et là, d'autre part, une espèce d'inefficacité promise, c'est-à-dire que si on part avec des équipes toutes neuves sur des territoires tout neufs, on sait, et en plus avec des carrières dans le public qui impliquent souvent le turnover, etc., on sait très bien que pour s'implanter sur un territoire, travailler avec les gens qui sont autour, il faut du temps, énormément de temps, de la disponibilité, et que celle-ci ne s'acquiert pas juste par décision politique. Après, je pense que le dispositif, pour moi, la façon dont vous racontez le dispositif là à Caen me paraît, elle, au contraire, intéressante. Évidemment, si on peut soutenir les acteurs d'un côté, et en même temps que les pouvoirs publics, pourquoi pas, aient des envies de faciliter, faciliter ce travail, d'en créer d'autres, on ne me semble pas a priori une mauvaise idée. Je dirais même que là je parle de mon point de vue, je n'engage pas actif, mais de mon point de vue, c'est dans ce contexte-là aujourd'hui que notre réunion est d'autant plus intéressante, c'est-à-dire de savoir que, effectivement, dans les communes, dans les régions, etc., ce genre d'initiatives peuvent naître, qu'elles sont, telles qu'on l'a raconté là, plutôt intéressantes, qu'elles naissent parce que les politiques, les services, etc., sentent qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, pas très visible pour l'instant, mais qui est intéressant et qui peut nous donner des produits. Donc ça, je pense qu'au contraire, il faut avoir ces discussions. Moi, je pense que c'est très intéressant. Et que ça renvoie bien à cette question, justement, tu parlais, Valère, de définition, ou dont vous parliez de mots, qui est, me semble-t-il, le premier combat. Et je ne pense pas qu'il faut le mener à l'envers, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille définir avec les pouvoirs publics ce que serait une fabrique, un machin, enfin, trouvons le mot. Je ne crois pas qu'il d'ailleurs il faille plus négocier que ça, quel mot on utilise, mais il faut essayer de rebondir sur ce qu'on a fait, notamment au cadre de la région Île-de-France. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Il faut être assez fort pour prendre les mots qui existent, les mots qui sont entendus tout d'un coup, hein, dans les assemblées politiques, dans les services, etc., et les charger d'un contenu qui fait que à la fois le mot existe, le mot de fabrique, nous on ne l'a pas choisi du tout, il ne nous plaisait pas ce mot. Simplement on a vu que le mot fabrique il faisait des petites lumières dans les yeux à tous nos interlocuteurs. On s'est dit on ne va pas se battre. Voilà, on va dire ok fabrique. Maintenant on va dire voilà ce que c'est pour nous une fabrique. Une fabrique c'est effectivement un lieu où on invente, où on prend du temps, où on va au bout de la démarche artistique, et c'est un lieu où cette démarche artistique est posée dans la société et avec un questionnement perpétuel de l'aller-retour entre cette société et cette fabrique. Et il me semble que c'est ça, peut-être, je me dis, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, d'une certaine façon, en tout cas qu'il faut lancer aujourd'hui à un niveau plus général, c'est-à-dire quel mot, pour quelle définition, et en rebondissant sur quelle chose, à la fois dans les collectivités locales et dans l'État. Je vous rappelle donc cette petite phrase de Michel Aurier disant la DGCA va créer une ligne de soutien aux lieux intermédiaires cet été, devant les CTN. Mais ça, c'est comme dire on va faire sans fabrique. Voilà, c'est l'objectif de la journée pour moi. Je me permets d'intervenir juste pour prolonger ce qui vient d'être dit. Je crois que non seulement les pouvoirs publics ne sont pas le diable, mais on en a tout à fait besoin. Que ça soit bien clair. Maintenant, peut-être qu'il y a une petite chose aussi qu'on peut dire, c'est qu'on ne prétend pas, je crois, au monopole
de la création artistique, de l'expérimentation. Voilà, il peut s'en créer dans des tas de conditions possibles, et j'espère bien qu'il peut s'en créer depuis l'institution publique, il n'y a pas de souci. Là, si on a mis ce distinguo, et peut-être en ça je prolonge l'intervention de Vincent Badi, sur cette question, c'est parce qu'il y a une cruelle absence de reconnaissance, qu'il y a là une activité, et une cruelle, je dirais, alors on emploie ce mot tutelle, moi j'essaie de ne pas trop l'employer, parce qu'on entend tout de suite mise sous tutelle, etc. etc. Voilà. Et ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'indépendance, est-ce qu'on peut employer le mot, une émancipation possible des équipes artistiques, du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'à un moment, on pointe quand même qu'il existe aujourd'hui un symptôme qui, à mon avis, se traduit par énormément de silence de la part des artistes, parce qu'à un moment, on redoute l'intervention du pouvoir local, régional, national, etc. On sait que pour les nominations, il ne faut pas trop l'ouvrir, en tous les cas pas. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui nous semble, enfin, à moi, qui me semble pas très sain, pour ne pas dire plus, et que, voilà, on doit pouvoir imaginer de travailler entre les équipes artistiques, des lieux, la société civile, des institutions publiques, sans se retrouver nécessairement dans une relation d'extrême dépendance, d'infériorité, voilà. Je crois que c'est pour ça qu'on a pointé cette histoire, société civile. Il y a aussi des particularités, je pense que l'Île-de-France active, c'est même très singulier dans le territoire français. Je pense que quand on développe un lieu dans un syndicat de communes, dans une région rurale, les interlocuteurs publics ne sont pas les mêmes. La région, par exemple, n'est pas forcément l'interlocuteur premier. Il peut l'être au titre de soutien et de financement croisé éventuellement. Et je veux dire, et nous, par exemple, au niveau de la région Rhône-Alpes, c'est vrai qu'on souhaite que la région puisse répondre et puisse nous accompagner sur ce travail-là, sur cette reconnaissance-là. Mais on pense, par exemple, que les métropoles qui sont en train de se constituer, notamment à Lyon, ça va être effectivement des lieux ça va être un périmètre de collectivité essentiel. Alors que pour vous, en Ile-de-France, c'est peut-être moins le cas. Vous n'avez pas cette problématique-là directement. Parce que la région couvre déjà presque la métropole. Donc voilà, on est dans des périmètres tout de même qu'il faut prendre en compte aussi cette réalité-là, parce que sinon, je trouve qu'on est... Voilà, il y a des distinguos à faire. Voilà. À nouveau Thomas, pour rebondir totalement là-dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à partager dans nos démarches de proche en proche, peut-être partager cette notion à la fois géographique et politique qui rend les choses beaucoup plus complexes, j'imagine, qu'en Île-de-France. Déjà, d'une part, on ressent déjà qu'on aura beaucoup moins de participants à notre concertation. On ressent qu'il y en a 4 de structurés réellement en lieu de fabrique, a priori, sur l'ensemble d'un territoire aquitain qui est immense, quand même. En plus,